La mer en furie fouette le littoral du nord de l'Espagne. Au large des côtes de Galice, des Asturies et de Santander, plusieurs bateaux de pêche, surpris par une violente tempête, ont péri corps et biens. À Saint-Sébastien, les bateaux de plaisance ont été rejetés sur la plage et les équipes de secours ont dû plusieurs fois interrompre leur travail de sauvetage devant la violence des vagues. D'impressionnants paquets de mer s'écrasent contre les parapets et le brise-lames. Les rues proches du rivage ont souffert aussi des effets de la bourrasque, qui interrompt momentanément l'ambiance de vacances de l'été au bord de la mer. Dans un cadre plus paisible, où les eaux du torrent peuvent aussi se déchaîner, se déroule la 8e descente internationale en pirogue de Lazon, à laquelle participent, outre les piroguiers espagnols, des représentants de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, du Mexique, du Portugal, de la Suisse et de l'Italie. Sur 106 inscrits, 63 concurrents ont pris le départ. De nombreux spectateurs assistent à l'épreuve tout au long des berges de la rivière qui descendent la montagne jusqu'à la mer Cantabrique entre Santander et Bilbao. Le parcours long de 12 km entre les villages de Ramales et Ampuero est jalonné de difficultés et d'obstacles. Le record établi il y a 4 ans par Pedro Calderón de Santander a été largement dépassé cette année et la victoire revient à l'Allemand Rudi Grumbert qui a couvert le parcours en 1 heure 18 minutes 55 secondes, suivi de la pirogue des frères Calderón et de 3 embarcations françaises. Les extravagances de Salvador Dali sont connues dans le monde entier. Mais c'est à Portlligat que le peintre nous invite à assister à quelques-unes de ses originalités dans le cadre qu'il s'est créé sur le littoral merveilleux de la Costa Brava. Il essaie la montera en pin qu'il pense sans doute porter lors de la corrida à la Dali et en l'honneur de Dali qui doit avoir lieu à Figueras. Chaque objet est pour lui davantage un symbole qu'une pièce de collection. Ce génie, fantaisiste jusqu'à l'absurde, poursuit ses exhibitions dans les allées du parc. Il ne lui reste plus qu'à peindre l'affiche de la corrida. En marge des courses de taureaux, l'activité des élevages, dont dépendra en grande partie la beauté des corridas, est pleine d'intérêt et d'enseignement. Dans son domaine de Gómez Cardeña, près de Séville, Juan Belmonte, qui depuis des années déjà ne descend plus dans l'arène, résume 50 ans d'histoire de la tauromachie, dont il fut si longtemps le seigneur, courageux et sage, le styliste par excellence. Cavalier de grande classe et rejoneador, il dirige maintenant, pique en main, en compagnie de ses mayorales, la tienta des jeunes taureaux de son élevage. Il consulte les origines et les signes particuliers des novillos qui vont être mis à l'épreuve aujourd'hui. Les bœufs appelés cabestros encadrent les bêtes qu'on a séparées pour les conduire jusqu'au toril
dont les boxes s'ouvrent sur les petites arènes privées du domaine. Par faveur spéciale, nous pouvons assister à ce rite mystérieux dont les ganaderos gardent jalousement le secret. Ce sont d'ordinaire les vaches, mères des futurs taureaux de combat, qui sont éprouvées dans l'arène. Mais aujourd'hui, c'est la combativité des mâles eux-mêmes que l'on essaie. Ils réagissent bravement à la pique, mais pour ne pas les habituer aux capes colorées qui, le jour de la corrida, détourneront leur attention, c'est avec des balais que les peones réalisent le quitté. Le regard plein d'expérience du vieux maître enregistre chaque mouvement, chaque réaction. Il faut sélectionner les taureaux les plus combatifs et les plus nobles pour maintenir la grandeur de la fête nationale espagnole. 9 buts ont été marqués par le Real Madrid au cours de ce match mémorable correspondant au 8e de finale de la 6e Coupe d'Europe contre le Bob Club, champion de Danemark. 120 000 personnes s'écrasent sur les gradins du stade Santiago Bernabéu à Madrid. Premier goal dû à un shoot implacable de Puskás. Deuxième version. À la 25e minute de jeu, Del Sol marque le second but. À la 34e minute, troisième but également marqué par Del Sol, vu d'en haut. Et vu d'en bas. Le ballon est repris par une tête de Gento pour aboutir au shoot sans rémission de Di Stefano. Le même goal vu d'en bas. Puskás et Gento préparent à Di Stefano le goal suivant. Deuxième édition qui nous permet de voir la perfection du tir. Deuxième mi-temps. N'allez pas croire que cette série spectaculaire ait été obtenue sans difficulté. Quel travail a coûté le 6e goal. D'un shoot du gauche, Gento en est l'auteur. Vu d'en haut. Puis vu d'en bas. C'est maintenant Ruiz qui permet à Gento de marquer le 7e but. Comme les autres, il a droit à sa seconde version. Un coup de tête de Di Stefano marque le 8e but que nous ne répéterons pas pour ne pas revoir tomber le grand Alfred. Isidro marque le dernier et de 9. Le jour de la Saint-Joseph, Valence est en fête. On va brûler les faillas. Elles sont pour les Valenciens une façon de donner libre cours à leur sens de l'humour. Événements et personnages d'actualité, coutumes régionales, sont représentés par ces constructions satiriques. Fusées, pétards, feux d'artifice illuminent les profils fantaisistes de ces monuments d'un jour qui ont coûté tant d'heures, tant de soins et que les flammes détruiront tout à l'heure en quelques minutes. C'est la grande Nit del Foc, la nuit du feu, si chère aux Valenciens. Et bientôt, l'Holocauste commence. La créma, au cours de laquelle 168 faillas vont être la proie des flammes. Tout brûle, tout s'écroule dans cette nuit de printemps. Et pourtant, le 19 mars prochain, les Valenciens auront construit d'autres faillas, peut-être encore plus belles, pour le seul plaisir de les voir brûler.